Bismillah, salam alaikum, bienvenue à vous. Je vous invite pour cette nouvelle discussion sur de l'amour, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps, avec nos invités habituels, Ulysse et Djibran. Et je vous invite à poser la première question pour aujourd'hui. Alors moi, la question, elle est en lien avec ce que tu as dit dans les précédentes émissions. C'est que aujourd'hui, dans nos couples modernes, dès qu'il y a un dysfonctionnement, souvent, on va dire c'est un problème psychologique. Tu avais cité l'exemple du marteau. Donc celui qui a un marteau, il va voir que des problèmes de clous partout et il va taper dessus. Donc ces problèmes psychologiques, tu nous as dit qu'en fait la plupart des problèmes dans un couple ne sont pas d'ordre psychologique, mais d'ordre moraux, des valeurs. Donc j'aimerais des choses un peu plus concrètes. Est-ce que tu peux nous orienter par rapport à ce que tu disais? Oui. En effet, beaucoup de problèmes de couple viennent d'images ou de croyances ou de standards qu'on a intériorisés et qui deviennent des grilles d'évaluation entre ce qu'on vit réellement dans son couple et ce qu'on devrait vivre. J'ai déjà donné cet exemple de Guy de Maupassant dans une de ses nouvelles où on voit son personnage principal, une dame, qui se sent malheureuse du jour au lendemain parce que toutes ses copines avaient fourrure et parure. La nouvelle s'intitule La parure d'ailleurs. Toutes ses copines ont fourrure et parure qui était le signe de richesse, de réussite, de bonheur et de couple réussi. Ce signe-là, elle ne l'avait pas. Du coup, ça l'a rendue malheureuse. C'est parce qu'elle a adhéré à cette croyance qu'elle est devenue malheureuse. Elle n'avait pas précédemment de problème particulier dans son couple. C'est cette croyance-là qui est devenue un critère d'évaluation de son couple. Donc c'est parce que le couple avale, intériorise des critères d'évaluation. C'est ces critères-là intériorisés qui le rendent ensuite malheureux. Je vais donner encore d'autres exemples. Un homme qui estime que sa femme manque de performance émotionnelle, sexuelle, etc. Ou parce qu'elle n'est pas assez gentille, elle n'est pas assez ceci ou cela. Par rapport à quoi est-ce qu'il évalue qu'elle est trop ou pas assez? Il l'évalue par rapport à une image. D'où vient cette image? D'un film, d'une chanson, d'un roman, de ce que ses parents lui ont transmis? Ça, c'est plus rare. D'où vient cette image? Toute la question est là. C'est les images qu'on a intériorisées, à travers lesquelles on a aussi intériorisé des critères d'évaluation de ce qu'on vit très concrètement dans son couple. Donc beaucoup vont se sentir je m'ennuie, je l'aime plus, il m'aime pas assez, etc. Il m'aime pas assez par rapport à quoi? C'est quoi le standard? C'est quoi la bonne dose d'amour? Oui, parce que la femme de ma copine, lui au moins il l'aime. Il l'aime comment? Il l'aime parce qu'il fait ceci, il dit cela, etc. D'accord. Donc tu as le sentiment que ton mari ne t'aime moins ou ne t'aime pas parce que tu as intériorisé un standard qui est celui de ta copine, de l'une de tes copines, et concrètement dans ce standard, il faut faire ceci et cela pour rentrer dans les clous. Donc c'est précisément les standards qu'on a intériorisés, culturels. Les standards, c'est à la fois des postulats en matière de c'est quoi le bonheur, c'est quoi l'amour, c'est quoi la beauté, c'est quoi un couple réussi, c'est quoi une vie réussie. Voilà. Tous ces standards-là répondent à ces questions-là. C'est ça qu'on a intériorisé qui font qu'à un moment donné, je regarde mon couple avec ces critères d'évaluation-là. Si je me mets à regarder avec ces lunettes-là, je vais me dire oui, finalement, je suis malheureux, je suis malheureuse, il n'est pas assez conforme, il n'est pas assez performant, il n'est pas assez beau selon les canaux de telle ou telle star qu'on a pu connaître. Donc c'est très largement lié à des standards qu'on a intériorisés. Voilà pour ta question. J'avais une autre question concernant justement les imams. Lorsqu'un couple a des problèmes, ils ont tendance à aller voir un imam pour les résoudre. Alors, est-ce qu'ils sont bien placés pour trouver des solutions? Alors oui, les imams sont un acteur parmi tous les acteurs possibles pour aider sur les questions de difficultés dans le couple. C'est un acteur parmi d'autres. C'est un acteur, alors selon les imams de proximité que tu peux avoir là où tu habites, tu vas trouver des personnes plus ou moins mûres, expérimentées, sages, intelligentes, etc. Mais tu peux aussi trouver des imams qui ne comprennent pas grand-chose à ton problème, à ta culture, à ta réalité, et qui n'ont pas non plus une vision de l'islam et de la sagesse suffisamment profonde. Donc tout dépend de la qualité de l'imam à qui tu auras affaire. Et c'est une grande chance que d'avoir autour de soi des imams compétents, sages, qui ont une vraie maturité de la vie et qui ont une vraie capacité de discernement. Après, par rapport au problème que tu évoquais, qui était autre que psychologique,
il y a des problèmes d'interlocuteurs. Souvent, moi j'étais par exemple, je vais citer l'anecdote, j'étais avec un imam dans sa voiture, il reçoit un coup de fil. Et donc je l'entends parler, enfin il dit il acquiesce, il avait le kit main libre, ouais, pour pas prendre d'amende à l'époque on avait le droit. Oui. Et après à la fin il dit, alors pour résumer mon frère, ce que tu me dis là, c'est que, et moi j'entends ça, c'est que tu as divorcé la sœur, mais tu sais pas si tu as correctement divorcé. Et avant ça, tu savais pas si tu étais marié avec elle parce que le mariage a été fait par ça, par tel, etc. Donc en gros, tu as divorcé une femme, tu sais pas si tu étais marié avec elle. Et le frère il dit, oui c'est ça. Il dit bon, écoute, essaye de voir si tu es vraiment marié et toi tu veux toujours vivre avec elle. Et lui il savait pas trop. Il dit bon, il faut que tu mettes les choses à plat et ensuite tu m'en rappelleras quand ce sera beaucoup plus clair. Et après il raccroche et me regarde, il dit, mais ils appellent un imam, mais c'est une assistante sociale qui doit aller voir ce gars. Il m'a dit comme ça, il me dit je reçois des coups de fil comme ça chaque fois. Donc souvent effectivement on appelle l'imam parce que c'est la personne qui a la science religieuse, peut-être le savoir, la sagesse, mais c'est peut-être pas le bon interlocuteur. Alors, c'est très intéressant l'exemple que tu donnes, parce que ce qu'on voit, c'est que cet homme est totalement bloqué dans sa volonté même. C'est-à-dire, il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas ce qu'il est. Est-ce que j'existe? Est-ce que je suis avec elle? Je ne suis pas avec elle? Depuis quand je suis avec elle? Est-ce que je veux toujours être avec elle? Il est totalement perdu. Et c'est un problème vraiment de décision, de volonté, de clarté dans le discernement. Qui je suis, qu'est-ce que je veux, qui elle est, qu'est-ce qu'on fait ensemble, etc. Il y a un engagement, une décision qui n'est pas prise ou qui est mal prise et qui n'a pas été clairement prise. Moi, je me souviens j'étais à Sciences Po, j'ai fait un master. Ah, t'as fait Sciences Po? Ouais, j'ai fait. Je me souviens, c'est en sociologie des organisations, et le prof nous avait dit que précédemment, donc là, dans le cursus, on avait une formation en psychologie. C'était très marrant parce que ils ont supprimé ce cursus-là, ce module de psychologie, pour une raison qui était la suivante. On leur avait demandé pourquoi on n'avait pas de cours de psychologie. Et ils nous ont dit, en fait, précédemment, ils avaient toujours fait de la psychologie, sauf que les étudiants étaient totalement absorbés par les cours de psychologie et devenaient un peu débiles mentales. C'est-à-dire, ils étaient en permanence en train de se demander qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ne seraient pas ailleurs. Et du coup, quand tu as des élèves gradés, parce que c'est Bac+5 et tu en as d'autres qui avaient fait carrière, qui étaient avocats, militaires, médecins, etc., et qui chutent dans cet état-là, avec un cours de psychologie qui les amenait à constamment se regarder dans le miroir pour ne voir que. Voilà, constamment en train. Et c'est ça l'effet de la psychologie. C'est que c'est un miroir qu'on donne à un individu qui passe son temps à se regarder. Est-ce que vraiment je suis ce que je suis? Est-ce que vraiment je l'aime? Est-ce que vraiment elle m'aime? Et c'est à l'infini comme ça. Parce on s'installe dans une incertitude totale. Depuis donc, ils ont pris cette décision de ne plus faire de psychologie, pour que les gens retrouvent leur bon sens et refassent marcher leur cerveau. Nous, aujourd'hui, y compris les musulmans, peut-être encore plus, parce qu'on est une génération de musulmans, d'un point de vue générationnel et démographique, on est beaucoup plus jeune que l'ensemble de la société française. Et on est constamment attiré par ce questionnement psychologique. Est-ce que je l'aime? Qui je suis? Et pourquoi je suis comme je suis? Est-ce que je suis vraiment celui que je voudrais être? Et ce questionnement-là a quelque chose de tordu et de pathologique. Le problème, c'est que les psys nous enfoncent là-dedans en nous poussant vers plus de la même chose. Alors quand on a un imam sage et qu'on a la tête sur les épaules et un minimum de bon sens, on sait qu'il y a quelque chose de maladif dans cette façon de se poser les questions. On le sent, il y a quelque chose d'absolument maladif et on ne peut pas s'installer indéfiniment dans ces questions-là qui finissent par être malsaines et tuer l'individu. Comment ressortir de cet état-là? Il faut changer les questions pour changer la façon de traiter aussi les problèmes. Vous connaissez ça en mathématiques, on a tous appris ça à l'école. Bien poser les questions, c'est la moitié des problèmes qu'on résout. Voilà. Il faut apprendre à reposer le problème différemment. On s'en fout de dans quel état tu es aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est quoi le bien commun? C'est quoi la vérité sur votre couple? C'est quoi la vraie chose que vous devriez être et devenir et faire ensemble? Voilà.
C'est une question de vérité, de justice et de bien commun, plus qu'une question d'état d'âme, d'émotions, de sentiments, qui sont un vrai labyrinthe intérieur dans lequel n'importe qui peut se perdre s'il se laisse tirer et enfermer par ces questions-là. Donc, fermons la parenthèse psychologique si on veut commencer à discerner les choses de l'amour et du couple. C'est ça ma thèse, et j'ai pris l'exemple de mes profs qui avaient fait ce geste qui m'a beaucoup marqué, parce qu'ils ont été jusqu'à fermer une discipline qui était pourtant intéressante. Il y a plein de choses vachement intéressantes en psychologie. Et bien, puisque ça a pour effet de rendre les gens dingues, au point que constamment, ils sont en train de tourner en boucle entre eux et rien d'autre, et ben, même leur éducation, leur formation intellectuelle, ils ont démissionné parce qu'ils sont pris dans un dialogue infini et inutile avec eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe quand les couples, les jeunes couples notamment, vont voir des psys qui les enferment dans cette boucle, dans un monologue intérieur qui crée beaucoup d'incertitudes personnelles. Je donnerai juste quelques éléments pour conclure sur ce sujet. À la place du psy, je disais, il y a tout un écosystème humain, un réseau social, familial, amical à développer. Il faut des amis, il faut des proches, il faut des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus mûrs. Il faut trouver des sages. Tant qu'on n'est pas entouré de personnes, on n'a pas au moins dans son entourage une personne sage, une personne vertueuse, comment on veut grandir vers la vertu? Comment on veut aller tendre vers la vertu? C'est ça qui permet de s'approcher de la vertu. Donc l'alternative la plus saine, la plus facile et la plus radicale au psy, c'est de fonder un réseau social riche. L'imam est un acteur dans tout ça, le psy est un acteur, mais c'est le dernier acteur dans tout ça. Le psy a sa juste place quand on a vécu un traumatisme du type un accident de voiture ou que sais-je, des vrais traumatismes de la vie. En revanche, des situations normales comme la mort de sa femme, comme un divorce et un certain nombre d'autres situations, c'est malheureusement des situations normales, humaines, pour lesquelles c'est un réseau social familial, amical fort et sain qui me permet de faire face à cette situation et non pas un psy qui est le dernier recours pour des situations beaucoup plus extrêmes. Sur cette dernière question, nous allons faire une petite pause et revenir vers vous. À très bientôt. Bienvenue à vous. Donc, on reprend avec une nouvelle question avec nos invités. Ulysse qui est sur le départ pour poser sa question. Vas-y. Alors, par rapport à ce que tu disais, comme quoi les jeunes doivent être en relation avec les anciens, pour apprendre en l'occurrence, pour communiquer. Mais on sait très bien que dans beaucoup de familles, les enfants, ils ont du mal à parler avec leurs parents. Comment veux-tu qu'ils communiquent? Ils ont grandi comme ça, sans parler. Comment veux-tu? La question est juste, la tentation est facile quand on a une difficulté de rechercher la solution facile. La solution facile, je prends une pilule et ça résout mon problème. Et c'est là qu'on est en proie à tous les charlatans. Et là, on revient à la question de tout à l'heure. Comment ça se fait que beaucoup de jeunes musulmans notamment sont autant vulnérables et en proie aux charlatans qui peuvent dire tout et n'importe quoi sur le sujet du couple et de l'amour et de la famille. On est en proie à ceci parce que précisément, ce qu'on recherche, c'est la solution facile. Toute solution qui exige de moi un effort, du temps, de la patience, de la persévérance, n'est pas une solution. Parce que moi, je cherche à acheter, j'ai mon porte-monnaie, j'achète, tu me donnes la pilule, je l'avale et normalement, ça devrait aller mieux. En fait, ce qu'il faut changer, c'est la solution telle que toi, tu l'attends. Si tu cherches une vraie solution, donne l'occasion à cette solution de venir, mais pas dans le format que toi, tu l'attends, c'est-à-dire, c'est pas une pilule, c'est pas une solution facile, et cette solution va exiger de toi des efforts, des sacrifices, des choix, du jugement, de la réflexion. Donc il faut refaire marcher ta cervelle, il faut tout refaire marcher pour tomber sur la bonne solution. Si tu continues à poser une question grave et à rechercher une solution facile, c'est tous les charlatans, tout le marché des charlatans qui t'attend à la sortie de l'émission. Et donc la première chose à faire, c'est avoir le courage de refaire marcher sa cervelle. Je te disais, une chose qui n'est pas évidente, mais qui est nécessaire, si, tout comme moi par exemple, hein, j'ai mes parents qui sont ici depuis les années 70 en France, de tradition algérienne, tous mes oncles, tantes, etc., la plupart sont en Algérie.
Donc quand on est ici, on est une famille nucléaire, c'est-à-dire j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs, et puis c'est tout. Comment on fait quand on n'a pas tout l'écosystème que je valorisais depuis plusieurs émissions? Comment on fait pour parler, pour trouver un conseil, etc. Comment on fait surtout avec des parents qui n'ont pas l'habitude de parler ou avec lesquels on n'a pas l'habitude, nous, de parler ou de poser ces questions-là qui sont délicates. Alors, soit tu meurs avec tes questions, ou alors tu vas chercher la solution facile et tu cherches la pilule, et là c'est le psy d'à côté, soit tu te dis, je change mes réflexes, puisque ce chemin-là ne marche pas, quel autre chemin je peux prendre pour tenter de sauver ma peau, parce que c'est de ça dont il s'agit. Eh bien, il faut se forcer à trouver, à chercher des individus, des gens plus vieux, des hommes, des femmes plus vieux, plus sages, plus expérimentés, plus jeunes ou plus sages. On peut aussi trouver parmi des jeunes des gens avec un discernement satisfaisant. Tu dois faire l'effort de reconstituer un réseau social riche pour avoir une vie saine par la suite et pour avoir un soutien quand tu as besoin de soutien parce que tu es en difficulté psychologique. Donc c'est la même greffe. Ta famille. C'est pas forcément ta famille. Quand je parle de famille élargie, l'élargissement va jusqu'aux voisins, jusqu'aux amis, jusqu'à plein de gens qui sont a priori étrangers, mais qui deviennent de la famille à partir du moment où je peux compter sur ces personnes-là, elles peuvent compter sur moi, il y a un échange, il y a un rituel qui s'installe, on prend des repas ensemble, on se conseille mutuellement, et ainsi de suite. Donc là, j'intègre ce qui était étranger, je l'intègre dans ma famille, et réciproquement. Donc c'est en faisant cet effort-là, et c'est uniquement à condition de faire cet effort-là, que je peux trouver une solution durable à mon problème. Si je prends l'analogie avec une greffe, aujourd'hui on vit une vraie crise écologique. Quand on a une plante qui est en voie de disparition, ou un fruit, ou un animal, c'est un peu ce que tu me dis. Tu me dis, voilà, nous on est en France, certes, mais on est un peu tout seul, dans le meilleur des cas, on a 2 parents, et puis avec ça, on galère dans cette configuration-là. On n'a pas un écosystème social, familial, suffisamment dense. Il n'y a pas tout le village qui est là, qui me permet de rencontrer ma femme, d'éduquer mes enfants, d'aller faire la fête, d'être invité, de manger, d'apprendre à faire la cuisine, etc. Ok. Quand, au niveau animal ou végétal, on retrouve la même problématique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? La conscience écologique nous invite à recréer l'écosystème qu'on a perdu. On recrée de manière artificielle, de manière, technique, ce que la nature faisait très bien auparavant et qu'on a détruit par nos comportements. Et de façon plus précise, il y a des espaces naturels préservés. On va un peu comme Noé, qui a recréé avec l'arche de Noé. Quand tout va mal, dans le pire des cas, tu dois sauver un mâle, une femelle de chaque espèce. Voilà. Dans le pire des cas. Donc, dans la situation extrême dans laquelle on est, elle est extrême notre situation, parce qu'on est totalement atomisé, isolé, avec simplement 2 parents et coupé de l'arbre familial, la forêt familiale à laquelle on appartenait. Donc il faut reconstituer l'arche d'Ulysse, c'est l'arche d'Ulysse maintenant, avec un mâle et une femelle de chaque espèce. Un artiste, un intellectuel, un bricoleur, un médecin, un plombier, tu as besoin d'un plombier. Tout ne doit pas être une question d'argent. On doit arrêter cette folie capitaliste qui consiste à traduire tout besoin et désir en marchandises, en prestations. Il faut qu'on tisse un réseau social dans lequel on puisse s'appuyer les uns les autres sans avoir besoin de passer par l'argent. Et c'est ça, c'est le don qui permet de construire ce réseau-là. C'est pas l'argent, c'est pas le CV. Les jeunes musulmans qu'on voit passer à droite à gauche, se passer des cartes de visite et des CV, croyant que c'est par le titre, par l'argent qu'on va pouvoir fonder une communauté forte, c'est une fausse route qu'on prend là. Parce que tout réseau humain, toute communauté humaine est fondée sur le don, sur le fait que des gens donnent, sur le fait que des gens sacrifient des choses qui leur plaisent, des choses qu'elles possèdent, etc. Voilà. Ok. Moi j'ai une question, alors c'est pour résumer, si je veux que ça aille bien dans mon couple, il faut que toi qui es conseiller en couple, je vienne réparer ton robinet, et puis c'est très bien, c'est ça. Ulysse qui est dans l'informatique, vienne réparer ton ordinateur, et à partir de là... Non, par contre là, c'est moi qui bénéficie de toutes les aides, alors que
il faut quand même que ça tourne. Oui, ça tourne. Il faut que, voilà, il faut que. Et puis après, bon, toi, tu nous fais un barbecue parce que là, c'est les beaux jours. Voilà, sauf que je sais pas faire. C'est encore Ulysse qui va se le taper. Ok, bon. Alors là, en fait, on recrée un réseau réel, hein, une famille réelle, parce que on est des musulmans en Occident dans un monde moderne avec des valeurs qui nous correspondent pas. Maintenant, moi, je suis tout seul, je suis converti, je suis timide, j'ai un boulot. Enfin, là, on retombe en fait dans le schéma classique. Oui. Et je dois faire mes courses, enfin toute ma vie bien réglée, quotidienne, hebdomadaire. Comment est-ce que je fais pour moi, jeune musulman ou musulmane qui est à Dijon, des gens de Dijon qui nous regardent, donc qui est à Dijon et qui bosse 40 heures par jour. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Comment on fait? Je me souviens en t'écoutant, je me rappelle de ma prof de français de collège qui s'appelait Madame Lévy-Le Tessier. Je suis désolé de citer à chaque fois l'école et l'environnement scolaire. Donc Madame Lévy-Le Tessier qui nous disait, parce qu'on était une bande de gamins pas très studieux, elle nous disait « Arrêtez de m'expliquer que vous avez raison d'avoir tort ». C'est-à-dire, on peut démontrer que aujourd'hui, on peut pas se marier, on peut pas vivre de manière vertueuse, on peut pas, en fait, tout ce qui est bien, on peut pas le faire. Et on peut en faire la démonstration de manière très rationnelle. Aujourd'hui, tu peux pas supporter ta belle-mère parce que ta belle-mère, elle a quelque chose dans le cerveau ou ailleurs qui marche pas, qui fait qu'elle embête, elle pose des problèmes au couple, etc. Tu peux pas me faire la démonstration en permanence que tu as raison d'avoir tort, c'est-à-dire finalement de conclure que la meilleure vie, la meilleure configuration pour vivre, c'est de vivre en se concentrant sur soi et sur ma petite femme et ma petite vie. Si la conclusion de ton raisonnement c'est celle-ci, il y a quelque chose qui cloche dans ce raisonnement-là, tu vois. Je ne dis pas que le chemin vers lequel l'islam nous appelle, l'islam comme sagesse universelle, est simple. Je dis que c'est le seul chemin susceptible de rendre un homme et une femme heureux. C'est le seul chemin. Il faut accepter cette situation très difficile dans laquelle on est, qui est notre point de départ, mais on a peut-être 30 ans de vie, peut-être 40, peut-être que 5 ans, on ne sait pas combien de temps on va vivre, mais on a toute notre vie pour aller cheminer vers cet idéal-là. Et on ne peut pas venir devant Dieu demain pour lui dire « Oui, attends, mais tu as vécu 40 ans, et pendant 40 ans, tu n'as posé aucune pierre, tu n'as posé aucun acte, tu t'es pas rapproché de 5 cm de cet idéal. » Non. En fonction de d'où tu parles, d'où tu es, dans quelle difficulté tu es empêtré, la destination reste toujours la même. Mais le niveau d'atteinte, le niveau de proximité, d'approchement par rapport à cette destination va être différent d'une personne à l'autre parce qu'on n'a pas vécu les mêmes pétrins, les mêmes difficultés, les mêmes limites, mais la destination ne change pas, c'est toujours la même. Pour toute l'humanité, le meilleur modèle de famille et de vie la plus saine, c'est celui-ci. C'est quand tu as un écosystème, un réseau social large, quand tu as une famille élargie, dans laquelle on a plusieurs générations qui se fréquentent, on a des hommes et des femmes, on a des tout jeunes, on a des tout vieux, parce que les tout vieux ont besoin des tout jeunes pour continuer à marcher, pour continuer à parler, etc. J'ai lu un article qui disait que Alzheimer était causé par le fait, chez les vieux, par le fait qu'ils avaient un déficit d'interlocuteurs. Bien entendu, quand monsieur, madame travaillent, ils n'ont pas le temps d'être avec leur père, qui commence à être vieux. Le père est branché sur sa télé, mais il n'interagit plus. Voilà. Par contre, si on replante l'écosystème naturel, si les enfants du couple sont là, parce qu'ils ne sont pas toujours à l'école, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un malade, il y a toujours un vieux, il y a toujours un chômeur dans une famille. Il n'y a pas que des médecins, il n'y a pas que des ingénieurs. Et bien même ce chômeur-là a une vraie valeur dans l'écosystème. C'est grâce à lui que ce vieux-là continue à vieillir dans la dignité. Comment? Il a quelqu'un avec qui interagir. Il a quelqu'un qui peut encore l'écouter. Il a quelqu'un vis-à-vis de qui il peut encore parler et faire marcher son cerveau, sa bouche, etc., ne serait-ce que d'un point de vue strictement mécanique. Donc, certes, notre point de départ est à notre désavantage. La destination, le cap ne change pas pour autant. C'est l'effort qu'on aura fait pour aller dans cette direction qui fera toute notre valeur devant Dieu et qui fera toute la valeur qu'on pourra apporter à notre société aujourd'hui. Parce que c'est en étant exemplaire, en faisant cet effort-là, qu'on permet à la société de se régénérer là où on est totalement pollué et esquinté par nos modes de vie, le fait qu'on donne trop de temps, trop d'importance au travail, trop d'importance à un certain nombre
de valeurs et de pratiques qui nous font mal et qui détruisent le couple et la famille dans son ensemble. Sur cette dernière idée, je vous invite à nous arrêter là et à revenir lors d'une prochaine émission avec de nouvelles questions. À très bientôt. Salam alaikum.